Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on débriefe la 4e étape du Tour de Catalogne. On aura des choses à dire quand même sur cette étape, même si c'était pas la plus passionnante du jour. On fera surtout un focus sur top et flop, parce que sur l'étape, j'ai pas grand chose à dire. Et puis, on parlera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Du côté de cette étape du jour, bon, parcours mal conçu, course un peu chiante, hein, C'était pas la folie aujourd'hui, hein. Pourtant, il y avait 3538 mètres de dénivelé positif, donc ce qui est plutôt pas mal, hein, pour un parcours comme ça, avec 3 cols. Mais en fait, le col de départ, il était loin de l'arrivée. Le port de la Creux de Pervès, c'était quand même court, c'était plus un col de deuxième catégorie qu'autre chose. Il y a un vrai problème sur les... Enfin, on reviendra un peu sur le barème des points et le barème de classification, parce que, bon, c'est un peu du n'importe quoi. Mais c'est moins une honte, une honte, de mieux en mieux les liaisons. C'est moins une honte que le col d'hier qui faisait 20 bornes à 3% de moyenne. Et puis on terminait avec le Boy Taul, alors, et mon accent espagnol est à chier. Donc 13 km à 6% de moyenne. Mais qui est un col en fait qui se déroule en 2 temps, c'est-à-dire on a les 5 premiers kilomètres qui étaient pentus, ensuite c'était replat, puis les 4 derniers qui étaient de nouveau difficiles, donc en fait c'était plutôt 2 x 4, 8-9 km difficiles, mais quand même 2049 mètres d'altitude, donc il fallait passer cette difficulté, surtout au mois de mars avec les conditions climatiques où il fait pas très chaud, et on a vu que ça a quand même fait des différences, sans qu'il y ait une course hyper animée, pendant un moment de la course, même si le pied a été fait à un rythme important, les 3-4 premiers kilomètres, après ça s'est quand même pas mal calmé, puis se relancer sur la fin de la portion de plat où ça roulait très fort, et sur les 4 derniers kilomètres, il y a des moments où on était un peu on-off sur la fin de course. Donc c'était plus sympa qu'hier. Bon, c'était pas non plus All-Star, hein, mais c'était quand même plus sympa qu'hier. Hier, je me suis vraiment fait chier. Là, aujourd'hui, j'ai quand même pris un petit peu de plaisir à regarder cette étape. Mais encore une fois, ça s'est un peu résumé à une course de côte. C'est dommage également, c'est qu'on n'a pas laissé beaucoup de champ à l'échappée. AG2A a roulé très fort pendant toute la journée. Quand tu vois le résultat ce soir, tu te dis « Ah, peut-être une erreur ». On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Nairo Quintana. Je rappelle que le bilan des Bleus, c'est soit des coureurs français, soit les coureurs étrangers dans des équipes françaises. Donc du côté de Nairo Quintana, aujourd'hui, bonne journée, hein, pour le coureur colombien. Même s'il a été très discret. On n'est pas passé loin non plus d'un moment ridicule avec Elie Gebert. Parce que donc, pour ceux qui n'auraient pas vu, vous avez Elie Gebert qui se retrouve en tête du peloton, qui décide de lancer une attaque, sauf que derrière Quintana il a pas suivi, donc il est parti, il y a Ben O'Connor qui a pris sa roue. Ça c'était le pied du col, enfin, très tôt, voilà, au début du col. Ça rassure aussi, enfin, du côté d'Elie Gebert aujourd'hui c'était une bonne journée, voilà. Je pense que même si on peut réfléchir à ce que j'avais dit les jours précédents, peut-être qu'il se reposait pour cette étape-là en particulier, qu'on a peut-être fait du coaching du côté de Arkea, et c'est pour ça qu'il n'était pas très performant sur les premiers jours. Enfin, pas très performant, qu'il a perdu beaucoup de temps sur les premiers jours. Du côté de Nairo Quintana, très discret aujourd'hui, parce que bon, il a lancé une seule attaque au final. Le sprint, il a tout bien fait, sauf que Almeida était plus fort. Et Almeida était très très fort aujourd'hui, mais on y reviendra. Et du côté de Nairo Quintana, pas grand chose à dire, à part que bonne journée, il se prend la tête du classement, mais comme je le disais dans les commentaires, j'avais peur que les écarts soient faibles, et les écarts sont faibles, donc ça se jouera dimanche, sur l'étape de Barcelone, parce que je pense que vendredi,
Ça va être plutôt sprint. Enfin, demain, ça sera sprint. Samedi, ça m'étonnerait pas qu'on ait une petite échappée. Donc, ça se jouera dimanche. Ce qui m'arrange totalement, hein, dimanche. Parce qu'entre la F1, entre le Gambegel Game, on va avoir pas mal de choses à débriefer, moi. Donc, du côté de Nero Quintana, plutôt une très très belle journée, une très très belle étape pour le coureur colombien. Et voilà, il faut. Maintenant, on va voir la force. Est-ce que cette équipe est vraiment très forte? Est-ce que cette équipe a un peu caché son jeu au niveau des lieutenants, on va dire, de Quintana, qu'on avait peu vu jusqu'à maintenant? Et puis, c'est par contre mauvaise nouvelle pour Stetter, parce qu'il n'aura pas grand monde pour l'aider sur le sprint demain, je pense. S'il est encore en course, Stetter, parce que il faut qu'il rentre dans les délais ce soir. Je rappelle que j'ai commencé l'enregistrement à 17h30, donc voilà, il est encore sur la route en ce moment. Je poursuis avec Bruno Armirail, le baroudeur du jour. Pour moi, Bruno Armirail, pas aidé par Marc Soler, pas aidé par beaucoup de membres de l'échappée non plus, hein, parce que c'était une échappée All-Star. Il y avait du Juan Pedro Lopez, il y avait du Hugh Carty, il y avait donc Marc Soler, je vais réussir à articuler. Et j'en ai oublié, des coureurs, Mark Donovan également, le coureur de DSM. Au final, je dirais que c'est presque ceux qui avaient les moins gros palmarès qui sont restés devant, avec donc le gros travail de Bruno Armirail. Il y avait Biscara, le coureur d'Auschkatel, qui prend, je crois, le classement de la montagne. Là aussi, c'est très serré, il y a un point d'avance pour Biscara sur le reste, et puis Armirail est à 5 points. Même s'il faut savoir que le classement dans la montagne, le barème des points, il est affreusement ridicule, quoi. Là aussi, on est un peu chié dans la colle du côté du Tour de Catalogne. Du côté de Bruno Armirail, il a été, je trouve, impressionnant parce que on n'a jamais laissé beaucoup de champ à cette échappée, hein. L'écart maximum, ça a dû être 2 minutes 45, 3 minutes. Moi, je regardais à 100 bandes de l'arrivée, ils avaient 2,30. Ils n'ont jamais eu beaucoup d'avance, cette échappée. Parce qu'il y avait des coureurs dangereux comme Soler, comme Juan Pedro Lopez également, qui pouvaient encore jouer la gagne, on va dire, si leur classement était intéressant. Et du côté de Bruno Armirail, on n'a jamais eu beaucoup de champ. Malgré tout, il s'est battu jusqu'au bout. Il s'est bien battu aussi avec Bennett. Parce que, il y a un moment, il lâche tout le monde. Voilà, grosso modo, il se retrouve à 2 avec Donovan, et puis Donovan lâche dans la montée finale, quasiment dès le pied. Et Armirail, ensuite, se fait rejoindre par George Bennett, qui avait attaqué en éclaireur. Et il arrive à suivre George Bennett, alors que, je rappelle, ils se sont mis un peu des mines avec Soler, dans la côte précédente notamment, pour aller prendre les points du classement de la montagne. Donc sacré perf du côté de Bruno Armirail. Après, moi, c'est un coureur que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est un coureur dont on ne parle pas énormément en France. Il court assez peu en France, hein, Bruno Armirail. Donc c'est peut-être la raison, mais je trouve que c'est un coureur dont on parle assez peu, alors que c'est un super coureur. Pour moi, il me fait, à chaque fois, quand je parle d'Armirail, souvent sur la chaîne, j'en ai déjà parlé, je le compare à Kirienka. Mais pour moi, c'est un peu le même profil que Kirienka, c'est-à-dire ce sont des bons rouleurs qui passent bien les côtes et qui font un travail de lieutenant pour leur leader, demandé notamment à David Gaudu, qui est excellent. Et là, c'est totalement le cas de Armirail aujourd'hui, qui a joué sa carte, parce que chez Groupama, on n'a plus aucune chance de victoire pour le général. Vraiment une belle étape. Et pourtant, il n'a pas eu de chance, parce que les 2 étapes où il part en échappée, ça roule fort. Mais là, parce qu'aujourd'hui, ça a quand même, malgré 3500 mètres de dénivelé positif, on a une moyenne à 38 à l'heure. 38 403 précisément. Sacrée moyenne quand même. Peut-être pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup d'attaques dans le final. Je poursuis avec le plus-moins rapidement, l'ancien leader du général, Ben O'Connor, qui finit 12e aujourd'hui, à 23 secondes. Il est désormais au général. Ben O'Connor, il est 4e à 16 secondes. Compliqué sur la fin, mais je pense que c'est parce qu'il s'est mis dans le rouge dans le début de la montée. Je suis pas sûr qu'il y avait un intérêt à suivre Elie Gebert. Il aurait mieux fallu laisser Elie Gebert en point de mire.
Là, il a lancé les hostilités au final dès le pied du col, ce qui fait qu'on a roulé très fort. Et à partir de 1800 mètres, tu vois bien que au niveau oxygène, ça commence à manquer et que ça se dandine dans tous les sens. Et ensuite, il explose. Il a quand même bien explosé. Et ensuite, il a quand même retrouvé un peu des couleurs parce qu'à un moment, il explose complètement. Il se fait dépasser par le groupe Martin, puis par un deuxième groupe. Il finit à 23 secondes. Il est encore dans le top 10 du général. Peut-être aussi encore un petit peu en manque de conditions physiques. Hein. Il lui manque les jours de course sur Paris-Nice. Et puis, encore une fois, je pense qu'il s'est mis un peu dans le rouge dans le pied du col. Et sur une montée comme ça, qui va à plus de 2000 mètres, faut pas se mettre dans le rouge, sinon vous êtes fini. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en difficulté. Et puis, le flop du jour, Sivakov. Bon, je savais pas qui mettre en flop, pour tout vous dire. J'ai mis Sivakov. Pourquoi? Parce que abandon de Pavel Sivakov. Il faut savoir donc que Sivakov, la dernière fois qu'il avait abandonné, c'était le Giro, l'année dernière. Mais entre son abandon sur le Giro et son abandon donc précédent, l'avant-dernier, pas encore l'antépénultième, c'était 2018. C'est-à-dire qu'en 2019-2020, il abandonne pas une course, il est plutôt performant, et même sur le Tour de France, et pourtant il se pète quand même 2 fois la gueule sur l'étape de Nice, faut quand même s'en rappeler. L'année dernière, on l'a quand même très peu vu, Sivakov, et alors là, l'abandon où il a été nulle part sur cette course-là, bon, inquiétant quand même, hein. C'est un coureur qui, je rappelle, a été très performant sur un Giro quand même une année, hein, Sivakov. Ça semble loin, assez loin quand même, ses performances sur le Giro. Et puis je pense qu'à bout d'un moment, du côté de chez Sky, on va en avoir marre parce que bon, le mec a pas du tout son rendement qu'il avait en 2018, 2019, 2020. Enfin, déjà 2020, c'était moins bien. Ça fait depuis 2 ans, 3 ans qu'il est nulle part, Sivakov. Bon, ça serait bien quand même de retrouver des couleurs. C'est bien d'avoir choisi les couleurs de la France, mais je suis pas sûr qu'il participe énormément au championnat du monde. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top et deuxième à égalité de seconde avec Nairo Quintana au général. J'appelle Joao Almeida, coureur au top, le coureur portugais impressionnant aujourd'hui. Hein. Joao Almeida. C'est vrai que hier j'ai dit qu'il était au top, mais j'avais oublié, c'est vrai qu'il avait été performant sur l'étape de Paris-Nice. Je m'en excuse parce que je l'avais oublié. Après, globalement, son Paris-Nice était moyen. Ça, je le réitère. Par contre, c'est vrai que sur ce jour-là, il était performant. Mais sur les autres journées, c'était pas ça. Mais Joao Almeida, sur cette étape, impressionnant. Hein, parce qu'il a quand même roulé. Alors, UAE a quand même été omniprésent aujourd'hui. Entre Marc Soler, bon, qui a couru de manière, certains diraient, il jouait la gagne. Voilà, on va dire ça comme ça. Il jouait la gagne. Bon, il jouait la gagne au niveau des points. Parce qu'il n'a pas mis un coup de pédale à l'avant de la journée et ça a bien énervé notamment Bruno Armirail. On pourrait dire qu'il était un petit peu tir au flanc pour être sympathique. Du côté de Almeida, donc derrière on a mis Bennett à l'attaque et ensuite on voit Almeida rouler. À ce moment-là, on dit il roule pour Ayuso. Et on a vu Ayuso lâcher. Et là, je vois un petit rectus sur le visage d'Almeida. C'est à 3-4 km de l'arrivée. Je me dis, aïe aïe aïe, du côté de chez UAE, est-ce qu'on s'est pas gouré de leader? En voulant rouler pour Ayuso, Almeida, il m'a l'air de s'être un peu fatigué. Et est-ce qu'il va réussir à tenir jusqu'au bout? Et puis Almeida, il a fait quasiment tout le col, toute la fin du col devant, les 6-7 derniers kilomètres du col, il est devant, Almeida. Phénoménal sur la fin. Et puis après, pourtant Quintana avait plutôt pris une bonne trajectoire au niveau du sprint, même s'il prend pas le dernier virage, c'est pas le mec qui l'a le mieux pris au monde. Mais derrière, Almeida lui repasse devant à la pédale. Hein. Donc sacré perf de Joao. Ça montre que la condition commence à être vraiment pas mal pour le Giro. Et encore une fois, pour moi, là, aujourd'hui, le dernier col, c'était un col de Tour d'Italie. Donc, c'est vraiment là où il est le mieux Almeida, je le réitère aussi.
Et il va être très performant, je pense, sur le prochain Tour d'Italie. Et est-ce que UAE arrivera à gagner les 3 grands tours? C'est une question qu'on peut se poser. Je continue. Deuxième coureur au top avec Higuita. J'ai l'impression qu'il dévoile enfin son véritable talent, Sergio Higuita. Faut savoir que moi j'attends Higuita depuis le Paris-Nice où il fait dans le top 10. Où il avait été très performant, première année chez les professionnels, je crois en plus, à ce moment-là, Higuita, donc ça remonte à, hop, je vais revenir sur sa petite fiche Pro Cycling Stat, on a un petit peu de temps. Non, j'ai dit une connerie parce qu'il avait été chez Fondation Euskadi, donc ça devait être 2019-2020. Paris-Nice, 2020 déjà. Ah oui, 2020. Non, je le voyais avant. Mais où il avait été impressionnant, c'était sa deuxième année chez UF, en passant. Et parce que j'avais pas vu le Tour de Californie, sinon, le Tour de Californie, souvent je fais l'impasse. Mais il avait été impressionnant sur ce Paris-Nice, et puis depuis, on ne l'avait pas vu. Depuis la pause Covid, il avait disparu, et bah là, on a retrouvé enfin le Higuita qui avait été impressionnant sur ce Paris-Nice-là, où il avait vraiment fait une très très bonne course, qui s'était pas fait avoir sur les coups de bordure. Et là, aujourd'hui, je trouve que Higuita, il a été vraiment très bon, très belle montée. Il tente 2-3 attaques. Voilà, bon, c'est une bonne course de la part d'Higuita. J'avais mis dans les commentaires Higuita. Bah, je suis pas mécontent de ma trouvaille. Je l'avais senti pas mal hier, déjà Sergio Higuita, mais là aujourd'hui, il montre enfin l'étendue de son talent et bonne recrue pour Bora. Parce que c'est une équipe qui va être solide quand même en montagne, Bora. Hein, il va falloir se méfier. Vous avez Kelderman, vous avez donc Higuita, plus Lennart Kemna qui revient aussi, faut pas l'oublier, plus Vlasov. Non, ça va être une équipe très très intéressante en montagne. Et j'ai même pas parlé des coureurs allemands, autrichiens qui étaient déjà bons en montagne et qui ont fait la réputation de cette formation dans ce domaine. Je poursuis après Sergio Higuita avec le dernier top du jour. Alors c'est un double top, c'est du côté d'Uno X. Bien entendu, Johannesson qui finit 5e à 13 secondes devant Juan Ayuso qui prend... alors j'ai pas encore le classement des jeunes. Non, c'est Almeida, pardon. 4e du classement des jeunes à 23 secondes derrière Ayuso. Johannesson. Mais surtout, ça c'est déjà une belle performance. Parce que moi j'avais une petite inquiétude pour Johannesson. On me l'avait mis dans les favoris. Moi je l'aurais pas parié. Tu vois, si en fin de vidéo je faisais les pronos, je l'aurais pas mis dans mes pronos. Parce que pour moi, Johannesson, je ne savais pas sa résistance à l'altitude. Eh ben c'est plutôt pas mal. Parce qu'il a pas... Enfin, à un moment, il a un peu explosé un peu avant Ben O'Connor. Mais au final, il est à 13 secondes. Hein, donc, il n'a pas craqué du tout. Et quand on regarde par rapport aux jeunes coureurs, bah, il est devant Van Wilder. Il est devant Buitrago. Enfin, c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait au Coco. Donc, très très bien de sa part. Et surtout, deuxième coureur qui là, je ne le connaissais pas. J'ai été surpris de... Putain, au départ, je vois un Uno X. Je me dis, bon, c'est Johannesson. Putain, je vois un deuxième Uno X. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Et le deuxième Uno X, c'est Thorstein Trahen. Alors, qui est un coureur pourtant plus âgé, 26 ans. Mais qui n'a pas de grands résultats dans sa carrière. Et alors, pourtant, il fait partie d'Uno X, le team numéro 1 depuis 2020. Il était avant dans le team développement d'Uno X et il a fait 2 ans dans une équipe Rigeringskraft qui devait être une équipe norvégienne ou danoise, mais il m'a impressionné et pour vous dire, il a fait quand même 15e du Tour des Alpes-Maritimes, donc ça m'avait pas marqué, mais c'est déjà plutôt un bon résultat. Et là 11e aujourd'hui, belle performance également de Thorstein Trahen, mais je pense que ça se prononce comme ça, mais c'est un A et un E accolés, donc en norvégien je ne sais pas trop comment ça se prononce. Bah, je pense que c'est Trahen, mais je suis pas sûr. Mais Johannesson, il confirme tout le talent qu'on a vu depuis le début de saison, et depuis l'année dernière aussi. Et Trahen,
si maintenant même les plus anciens de l'équipe commencent à faire des très grands résultats, mais où va finir Uno X? Uno X, c'est vraiment une équipe où je me dis, pour la prochaine échéance World Tour, pas pour celle-là qui va s'arrêter en fin d'année où il y a la bagarre, mais dans 3 ans, ça sera de nouveau le même truc. Je me dis que c'est une équipe qui pourrait viser le World Tour dans 3 ans, parce que, enfin dans 4 quasiment, parce que vu le niveau de cette formation, si le sponsor continue toujours d'investir, si l'équipe continue à se maintenir à ce niveau-là, Uno X, ça sera costaud. Et ça m'a fait marrer quand Christian Prudhomme a dit « Non, cette équipe-là est encore trop jeune pour aller sur le Tour de France. » Non. Alors, moi, j'aurais été un peu surpris que cette équipe-là soit sur le Tour de France. Mais dis pas c'est parce qu'elle est trop jeune ou que les coureurs sont trop jeunes ou que les leaders sont trop jeunes. Ça, c'est complètement stupide. Parce que Pogacar, il a 40 ans aujourd'hui. Donc non, mais pourtant t'acceptes UAE. Non. Dis plutôt, c'est parce que tu veux mettre en avant les équipes françaises. Ce qui est une logique qui est une logique. Voilà, il a voulu donner les invitations aux équipes françaises. Mais dis pas c'est parce que l'équipe est trop jeune, non. Quand tu vois les performances de Uno X depuis 2 ans, c'est quand même largement devant BNB Hotel, quoi. Donc, il me fait souvent marrer Christian Prudhomme. Il fait pas partie des gens que je garde le plus dans mon cœur. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier flop du jour, Giulio Ciccone. Demi-surprise, Giulio Ciccone. Demi-surprise, pourquoi ? Surprise, j'ai envie de dire, par rapport à ce que j'avais vu, par rapport à son résultat d'hier, où il était plutôt bien classé. Il est un peu discret quand même depuis le début de la course. Je parlais de Quintana, mais alors Ciccone, on l'a encore moins vu. Et puis aujourd'hui, son équipe avait quand même bossé en début de journée, un moment, il bossait dans la descente, ça roulait pas mal fort autour de Ciccone, donc on pourrait se dire, Ciccone, il a peut-être les bonnes jambes. Il a fait l'erreur à un moment de vouloir attaquer. Non, c'est pas lui, non, je dis une connerie. Mais Ciccone, il finit loin en plus, hein, c'est un peu comme Simon Yates. Ciccone, il finit à 3,47. Alors, est-ce qu'il était malade ? Ça, c'est parce qu'en ce moment, vu les j'étais sur Eurosport aujourd'hui, j'ai appris donc que c'est chez Bora, 19 des 30 coureurs sont indisponibles pour blessure ou maladie. C'est énorme cette année, c'est assez exceptionnel. Et du côté donc de Ciccone, 3,47, c'est dommage parce que Trek avait des ambitions, je pense, sur cette course, que ça soit Ciccone, Juan Pedro Lopez, et qu'au final, il n'y en a plus aucun des deux qui joue vraiment la gagne. Ciccone, aujourd'hui il explose complètement, il finit devant Clément Berthet, qui pourtant a fait beaucoup de travail pour Ben O'Connor, Clément Berthet, et qui était vraiment sec, on peut dire, je pense, à l'arrivée. Il finit derrière Kreuzweig aussi, juste devant Castrovero, et pourtant Castrovero a roulé, juste devant Bruno Armirail, et pourtant dans l'échappée, Bruno Armirail, il a fait beaucoup d'efforts. Donc non, c'est une mauvaise performance pour le coureur italien. Il faudra se poser. Il fait un début de saison très discret, Ciccone, parce que ce qui est pas très rassurant quand même pour le coureur italien, parce que 7e d'une étape du Tour de la Communauté de Valence et 8e au général, mais très clairement on ne l'avait pas vu. Il fait 8e du Trofeo Legueglia, je n'ai pas vu cette course. 10e de Tirreno Adriatico. Je l'avais bien aimé à Bellante, mais il fait 8e à Capernia, mais ça ne m'avait pas marqué plus que ça. À Bellante, c'était pas mal sa 5e place. Mais c'était pas le Tirreno, pour moi, le plus difficile de l'histoire. Sur ce Tour de Catalogne, là aussi, il y a du bon et du moins bon. Bon, il va falloir trouver des solutions parce qu'il va faire le Giro ou le Tour de France. Alors, est-ce que c'est le fait de vouloir faire les deux courses qui fait qu'il a un pic de forme qui va arriver vraiment qu'en mai et que sur la première semaine du Giro, il aura un petit peu de mal ? Peut-être, mais je trouve que Ciccone, on l'attend quand même. C'est-à-dire que on l'attend comme leader du général. Ça a été un très bon attaquant, vainqueur du maillot de la montagne sur le Tour d'Italie en 2019, mais c'est même lui qui a dit « je veux devenir leader de Grand Tour ».
Alors, c'est pas moi, j'aurais dit, bon, ok, le mec est puncher, baroudeur, super, il fait une belle carrière comme ça, c'est lui qui veut devenir leader, hein. Un petit peu. Pour l'instant, en tant que leader, bon, sur le Giro, il était dans le top 10 avant d'abandonner, mais depuis, c'est un petit peu le néant en termes de résultats, je trouve. Je poursuis avec la Jumbo. Compliqué aujourd'hui, hein. Alors, Kreuzweig, bon, quand je disais qu'il est peut-être plus en capacité de jouer le général d'une course, j'ai peut-être un petit peu la confirmation quand même. Alors après, du côté de Kreuzweig, il faut quand même se méfier parce que ils nous l'ont fait un petit peu comme David Gaudu sur Paris-Nice, c'est-à-dire qu'il était un peu blessé, ils l'ont fait courir jusqu'au bout. Ou Jorgensen. Pour ceux qui n'ont pas vu, Jorgensen en fait s'est blessé dès l'étape d'Orléans, Matteo Jorgensen, mais il s'est déchiré. Alors il s'est fait une déchirure musculaire. Voilà. Et il a couru une semaine avec une déchirure musculaire. Autant vous dire que la déchirure s'est bien aggravée. Et que quand ils ont passé l'IRM mardi, je pense que les médecins ils ont dû lui dire il était complètement con d'avoir couru avec une déchirure musculaire. Je crois que c'est au niveau de l'ischio. Mais je ne suis plus sûr. Et du côté de Kreuzweig, après sa chute, on voyait bien qu'il n'était pas au top de sa forme, mais pourtant on l'a laissé en course. C'est peut-être les contre-coups du Paris-Nice, hein. Tout simplement, du côté de Kreuzweig, où il a roulé un peu blessé, pas au top de sa forme. Et là, sur cette course-là, ça a été un peu compliqué. Malgré tout, il n'était pas le seul leader de l'équipe. Pour moi, il y avait Sam Oomen, et Sam Oomen finit 14e à 49 secondes. Sam Oomen, moi, c'est un coureur qui m'a toujours déçu. Un peu comme Marc Soler. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une surprise. C'est un coureur qui était hyper prometteur dans ses jeunes années. On nous disait que c'était un futur crack, Sam Oomen. Bon, bien entendu, le site de Pro Cycling Stats est en PLS pour regarder un petit peu son palmarès. Non, ça va, c'est de retour. Chez Sunweb, par exemple, on nous parlait beaucoup de lui. C'est un coureur qui a été repéré, qui a commencé très jeune dans la formation de développement de la Rabobank, qui était la première équipe de développement. Puis ensuite, il a rejoint Sunweb, enfin Giant, puis Sunweb, et puis maintenant il est chez Jumbo. Vainqueur du Tour de l'Ain en 2016. Mais il a fait pas mal de places d'honneur quand même. Un troisième du Critérium International en 2016. Bon, c'était pas la meilleure édition du Critérium International, feu le Critérium International. Il a fait des top 10 sur des courses d'une semaine. Mais c'est quand même pas un gros palmarès par rapport à ce qu'on nous disait sur ce coureur lors de ses jeunes années. On disait il est exceptionnel, vous allez voir, c'est un futur crack. Le futur crack, aujourd'hui, moi, il m'impressionne plus des masses. Et puis je termine avec la Movistar. Mauvaise journée pour la Movistar. Aujourd'hui, heureusement, on n'a pas roulé à la tête du peloton. Mais alors il y a encore Verona qui a une 0,4. Ça fait quand même loin. Valverde a complètement explosé dès le début du col. Il finit à 5,40. Il a complètement pété. Et Ivan Sosa, pas beaucoup mieux. Un peu pas au top. Sosa depuis le début de saison. Donc, et puis Valverde, 5,40. Donc, pas très intéressant le coureur, cette course pour l'équipe espagnole. On espère que ça ira mieux. Mais bon, Movistar. Pas performant sur cette course-là, qui est pourtant une course à domicile, qui, je dirais, tient quand même pas mal à cœur, notamment à Valverde. C'est un petit peu dommageable. Alors, on verra ensuite. Valverde, il va faire une pause après ce Tour de Catalogne. Après, bon, c'est normal à 41 ans de faire des pauses. Et ensuite, il attaquera le Grand Prix Miguel Indurain, puis le Tour des Flandres. Donc, il va faire une pause assez courte, une semaine. Et Amstel, Flèche Wallonne, Liège, Bastogne-Liège, le Giro, Classica San Sébastien en juillet et Vuelta en août pour normalement finir sa carrière. Donc saison encore assez chargée pour Valverde, un fan de cyclisme qui avait déjà fini sur cette arrivée là aujourd'hui. La dernière fois on y est allé, c'était en 2002. À l'époque, il était du côté de la Kelme, équipe... avec un historique en termes de dopage assez sympathique. On passe à l'étape de demain. L'étape de demain, on partira de la Pobla de Sigur pour aller à Vilanova y la Geltrú.
C'est proche de la mer, Villanova et la Geltrú. Étape qui va être un peu vallonnée en début de journée, mais ensuite la fin d'étape est en descente. Sprint en faux plat descendant. Se méfier, on sera dans une station balnéaire, ça veut dire que ça risque d'être technique. Les stations balnéaires, c'est toujours comme ça. Et puis les 2 sprints intermédiaires qui seront dans les 40 derniers kilomètres. Donc la bagarre pour le général entre Almeida et Quintana pourrait se jouer déjà demain. Si un ou l'autre voulait reprendre le maillot de leader. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis nous, donc on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!